Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Sha'Carri Richardson a une semaine difficile. Beyoncé et Jay-Z provoquent l'indignation générale avec leur nouvelle collaboration. Kanye West entre génie et sorcier lors de son dernier show. Le feat de Megan avec les BTS a bien failli ne jamais sortir pour cette raison. L'incroyable anniversaire du fils de T.I. et Tiny pour ses 17 ans. Le pire, le meilleur de la semaine et bien plus encore, c'est maintenant. Jingle. Kanye West continue sa tournée, enfin je veux dire il continue de faire écouter son album pas terminé à ses fans. Cette fois dans un stade à Chicago, il a fait reconstruire une réplique de sa soi-disant maison d'enfance. Mais ce n'est pas le détail de son show qui a le plus retenu l'attention, loin de là. En dehors du fait qu'il s'est immolé par le feu, Kanye a aussi invité sur scène Marilyn Manson et DaBaby. Marilyn a toujours été un artiste controversé pour son image et le thème de sa musique, mais aussi parce qu'il a plusieurs accusations d'abus sexuels sur le dos. Ensuite, le fait qu'il invite DaBaby sur scène, ça envoie le message que Kanye ne soutient pas le mouvement de foule qu'il y a eu contre lui. Malgré que Kanye fasse partie des rappeurs qui ont publiquement dénoncé l'homophobie dans le rap par le passé, il décide quand même de s'affilier avec DaBaby, quelqu'un qui a bien sûr fait des commentaires homophobes, mais qui en plus a montré qu'il ne regrettait rien. Voilà donc, soit Kanye est un hypocrite, soit il ne croit pas à la cancel culture. Je crois surtout que Kanye a toujours recherché l'attention et qu'il l'a toujours obtenue en faisant l'exact opposé de ce que les gens veulent qu'il fasse. C'est ainsi que Kanye remplace le couplet de Jay-Z sur la chanson Jail par celui de DaBaby dans lequel il s'exprime sur le backlash violent qu'il a reçu. J'ai dit un truc qui ne leur a pas plu et ils m'ont jeté comme s'ils n'en avaient rien à foutre de moi. Ils m'ont jeté comme si j'étais une poubelle, hein. Et cette nourriture que vous avez pris de ma table, vous savez qu'elle nourrissait mes filles, hein. Mais je ne suis pas vraiment en colère, car quand j'y pense, je retire les serpents de mon gazon. Et ça, mon gars, c'est une bonne attitude. Comment ces gens osent essayer de me dire comment je dois parler. Ils ne savent pas ce que j'ai vu ou ce qu'on m'a appris. Ma mère avait 2 ou 3 jobs pour s'occuper de 3 enfants. Mon oncle nous gardait. Ouais, j'ai été élevée par des addicts au crack. Élevée par les dealers de drogue, tueurs et les junkies. Maman ne pouvait pas nous sauver, car elle devait gagner de l'argent. Le ton est toujours défiant, mais cette fois il essaie de nous convaincre de nous apitoyer sur son sort. DaBaby, l'éternel incompris. Je ne suis pas fan de la façon dont tous les festivals de la Terre l'ont laissé tomber. C'était l'hypocrisie du mainstream dans toute sa splendeur. Mais si on suit la logique de DaBaby, le public aurait dû... Regardez bien quand il dit « comment les gens osent me dire comment parler ». Donc le gars est convaincu qu'on lui doit quelque chose. Il pense que le public aurait dû être plus indulgent envers lui parce qu'il vient d'une certaine classe sociale et qu'il a grandi dans le ghetto. Ok, c'est là où je décroche. Et une chose que je trouve très marrante, c'est le fait que maintenant, personne n'a l'air d'en avoir quelque chose à faire du satanisme et du message que l'on diffuse à nos enfants. Ce qui était l'excuse que beaucoup ont sorti pour critiquer Lil Nas X, mais aussi pour critiquer WAP. Kanye West met en scène un véritable rite sacrificiel, avec Marilyn Manson et Kim déguisant en dame blanche. Mais ça, ce n'est absolument pas satanique, bien sûr. Étant donné que Kanye est vu comme un génie et qu'il a montré plusieurs fois que les médias ne peuvent pas le contrôler, on le laisse un peu faire ce qu'il veut. On s'amuse même de voir les choses qu'il arrive à inventer. En tout cas, rigolez bien, mais sachez que les messages, les symboles et les mises en scène faites par les artistes ont un sens. Et ce n'est pas seulement par les images pornographiques que l'on peut tenter de détourner les gens, qu'ils soient enfants ou adultes. Mais bien sûr, ça, de manière générale, tout le monde s'en fout. La partie qui a intéressé les gens, c'est le final, quand Kanye met en scène ce qui semblait être son remariage avec Kim Kardashian. Au début, on n'était pas sûr, mais TMZ a confirmé que c'était bien Kim qui est apparue tout en blanc sur scène pour se marier avec Kanye. De façon non officielle, hein. Je précise quand même qu'ils ne sont même pas encore officiellement divorcés. Bref, donc ensuite ils ont quitté la scène main dans la main. Voilà ce qui laisse penser que Kim et Kanye pourraient s'être remis ensemble. Perso, je pense toujours que tout ceci n'est qu'une façon de faire parler les gens et alimenter la frénésie autour de Donda. Kanye est toujours dans la recherche d'attention, et Kim, c'est ainsi qu'elle gagne sa vie, en faisant parler les gens. Et il n'y a aucune raison pour qu'ils arrêtent. En fait, il y a bien 12 millions de raisons pour qu'ils continuent. Le premier concert pour Donda a attiré environ 42 000 personnes.
qui ont chacune payé entre 25 et 100 $ la place. D'après Billboard, chaque concert a rapporté in fine à Kanye entre 1,5 et 2,7 millions de dollars. Sans compter les articles de merchandising qu'il a peut-être volés, mais qui lui ont certainement rapporté environ 7 millions. Sans compter encore les retransmissions de l'événement sur Apple Music, qui ont battu un record de streams chacune leur tour. 3,3 millions, puis 5,7 millions de streams. Autant de chiffres qui montrent que Kanye sait très bien ce qu'il fait, tout comme avec son clash bidon avec Drake. Il n'est pas du tout dans le stress artistique de finir son album. Là pour l'instant, il est concentré, il nous fait parler et il encaisse. Sha'Carri Richardson a vraiment eu une semaine difficile. Tu parles d'un retournement de situation. Mais dans la vie, ce qui compte, ce n'est pas les obstacles sur ton chemin, c'est comment tu les surmontes. C'était la citation du jour. Bref, Sha'Carri est remontée sur la piste pour la première fois depuis son scandale qui lui a valu une disqualification des Jeux Olympiques de Tokyo. Cette fois, elle court le 100 mètres dans la Préfontaine Classic, une course annuelle qui a lieu dans l'Oregon. Elle rassemble des coureurs faisant partie des 50 meilleurs de leur catégorie. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous savent déjà la tragédie qui a eu lieu lors de cette course. Donc on va faire une rapide rétrospective, surtout pour vous montrer comment Sha'Carri s'est comportée avant et après la course. Car en fin de compte, c'est ça qui a déchaîné les moqueries, c'est sa grande bouche. I took some time off to rest and now it's game time, bitches. You have no idea. At the Jamaican Olympic trials, she has been on a tear. Her coach said she's in the shape of her life, and she has proven it. No contest at the Olympics and no contest here. It was a great return back to the sport. I wanted to be able to come and perform. Having a month off, dealing with all I was dealing with. I'm not upset at myself at all. This is one race. I'm not done. You know what I'm capable of. Count me out if you want to. Talk all the you want, because I'm here to stay. I'm not done. I'm the 6th fastest woman in this game ever. And can't nobody ever take that from me. Congratulations to the winners. Congratulations to the people that won, but they're not done seeing me. Bon, là, c'était l'interview juste après la fin de la course. On peut se dire qu'elle venait de manger sa défaite, donc on imagine son traumatisme. Quelques temps plus tard, elle a refait une interview où elle était déjà un peu plus calme. Just to be back doing what it is that I have a passion for, just in my heart that navigates me through day to day was a blessing. Not coming in with expectations, but of course wanting to do what it is that I'm well known to do. But God has a plan for everything, and I'm a warrior. And I would like to say, after the race, I was in the heat of passion, and I apologize for my language, but I'm a warrior. My passion will always come out for what it is that I put my blood, sweat, tears, and sacrifice into. This last month was a journey for me, but that's no excuse, because at the end of the day, I'm an athlete, and today was a day, but it's not every day. It's not the end of the world. What do you feel did go wrong in the race? Honestly, nothing. I am my biggest enemy. In all honesty, I wasn't focused on my lane. I wasn't focused on what it is in me, but at the end of the day, no excuses. Congratulations to the women that won. I love women, no matter what the flag is, no matter what brand you wear. I love successful women, and I hope that they continue to be just as successful as they're doing and continue to thrive in their career. But I'm definitely going to thrive, and I'm definitely going to continue to show the world why I'm that girl. C'est un trio de Jamaïcaines qui ont remporté la course. Et il faut savoir qu'elles ont aussi fait le même genre d'interview. Et on leur a posé des questions sur la défaite de Sha'Carri. Elles auraient très facilement pu la mettre plus bactère, mais elles n'ont fait aucun commentaire. Sur Twitter et dans les médias par contre, c'était autre chose. Les moqueries étaient à la hauteur de l'étonnement que les gens ont eu devant une telle défaite, et après tout ce blabla. Et aussi après son scandale, on pourrait croire que la meuf serait là pour tout casser, mais en fait non. C'est sûr que Sha'Carri a vu toutes les moqueries. D'ailleurs, il aurait été plus sage de s'éloigner d'internet pendant un temps. Mais non, elle était bien connectée et elle a commencé à répondre par-ci par-là aux attaques entre guillemets. Déjà, elle a changé sa photo de profil, où on la voit en train de faire sa super interview pendant que ses concurrentes la regardent. Quelqu'un dit que la petite derrière ressemble à Lil Wayne, en parlant de la coureuse jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce, qui est arrivée 2e de la course.
Et en fait, Sha'Carri est partie aimer ce commentaire. Ensuite, une autre coureuse, championne olympique américaine la plus médaillée, Allyson Felix, était l'invitée du Tonight Show pour parler de ses exploits lors des derniers Jeux olympiques. On lui pose la question de ce qu'elle a pensé de la course de Sha'Carri et elle répond ceci. I know that she's obviously been through so much, and so I hope that she's just supported. I hope people rally around her. Obviously, she has a great personality, and she's brought in a lot of attention to the sport, and I think she'll be in the sport for a very long time. And so I think just more than anything, for all athletes, there's so much that goes into it. We just, give her the support that she needs. De son côté, allez savoir pourquoi, Sha'Carri n'a pas apprécié sa réponse et donc elle publie 2 stories où elle dit « Les mots d'encouragement dans les émissions de télé sont tout aussi sincères que... rien du tout. Bla bla, suivant. » À ce stade, on ne comprend pas trop c'est quoi son problème à Sha'Carri, mais elle n'avait pas fini de subir. Après sa défaite face aux 3 Jamaïcaines, un site jamaïcain, The Greener, publie un article pas gentil du tout sur un directeur d'hôtel qui propose à Sha'Carri un séjour gratuit dans son établissement en Jamaïque. Parce que, je cite, « Sha'Carri est une athlète tourmentée, en souffrance, et elle a désespérément besoin d'un renouveau spirituel et émotionnel. » Autant le directeur de l'établissement que le gars qui a écrit l'article ont totalement l'air de se moquer de la défaite de Sha'Carri. Du coup, Sha'Carri, qu'on va commencer à appeler Sha'Cardi, poste en story qu'elle est déjà allée en Jamaïque, donc elle a pas besoin de vos voyages gratuits là. Elle dit en plus qu'elle avait apprécié son séjour. Ensuite, elle retourne sur Twitter, liker des trucs, et elle choisit ce tweet. C'est quand même pas vous, les Jamaïcains, qui parlez alors que tous les jours vous devez marcher pieds nus jusqu'à votre stand de noix de coco pour gagner votre vie. C'est bien évidemment une pique très basse qui n'a pas plu aux Jamaïcains. Aux dernières nouvelles, ils étaient encore en train de se moquer d'elle sur internet en réponse à son insolence. Franchement, je pense que Sha'Carri manque cruellement de maturité. Ça fait vraiment bizarre de voir une athlète de haut niveau faire des sublis sur les réseaux. Normalement, ils ont pas le temps de faire ça, non ? Il y en a des athlètes qui ont une grande bouche, mais alors il faut que les performances soient à la hauteur de la bouche. Sinon, on n'est pas loin du ridicule. Bref, on va dire qu'elle est jeune. Et si vous remarquez, souvent quand elle se comporte mal, elle se reprend elle-même. Elle essaye de se construire une image positive et inspirante qui plaît aux sponsors. C'est juste que, pour l'instant, elle n'y arrive pas encore très bien, mais je perds pas totalement espoir en elle. Ça viendra, j'espère. T.I., l'éducateur spécialisé, a encore frappé. Cette fois, son avant-dernier fils, King Harris, a fêté ses 17 ans. Et en gros, la soirée, c'était un remake de Mon incroyable anniversaire sur MTV, en version illégale. Je ne sais pas si Tiny était là, mais en tout cas T.I. était bien présent. Il a même fait un discours. Une vidéo de King en train de se filmer durant la fête a fuité, et on peut le voir en train de fumer ce qui semble être un joint. Ensuite, on voit l'attraction de la soirée, des stripteaseuses toutes nues en plein travail. Pour info, puisque c'est quand même important de le préciser, le shit est dépénalisé en Géorgie, l'état dans lequel habite T.I. Mais il n'est pas légalisé. C'est un crime d'être en possession de plus d'1 gramme de shit. On peut encore aller en prison pour possession ou trafic. La consommation est réservée aux prescriptions médicales. Je voulais parler de cette histoire parce qu'encore une fois, voici un père, T.I., qui va ensuite vous faire des vidéos sur son souci d'exposer ses enfants à des images traumatisantes, car leur cerveau ne va pas comprendre. Je peux comprendre le fait de vouloir protéger ses enfants de certaines images, mais il faut rester logique. Le shit que fume King est en train de lui détruire des cellules qu'il n'a même pas encore eu le temps de développer, et les stripteaseuses toutes nues en chair et en os devant lui sont en train de le désensibiliser à la pornographie et de lui donner une image dégradante de la femme, et sans aucune nuance. Sans parler du seul et unique modèle de beauté superficielle qui est représenté. Pendant ce temps, je sais pas si Tiny est d'accord avec tout ça, ou si elle ne dit rien parce qu'elle n'a pas son mot à dire, mais dans les 2 cas, elle est tout aussi responsable que T.I. La différence, c'est qu'elle au moins, elle est silencieuse la majorité du temps. Ce genre de technique d'éducation, on la retrouve aussi chez Lil Boozy, qui avait fait polémique lorsqu'il a déclaré qu'il a payé une femme adulte pour qu'elle fasse une fellation à son fils de 12 ans. L'éducation sexuelle des jeunes garçons est un vrai sujet, qui s'apparente souvent à de la maltraitance et qui forme une nouvelle génération de misogynes obsédés sexuels, qui ont déjà tout vu et tout fait avant même d'avoir atteint la majorité. On pointe du doigt une certaine communauté car elle tenterait de détourner la jeunesse, mais si vous me dites qu'offrir de la drogue et un show privé de striptease à un mineur, ce n'est pas du détournement, je sais pas quoi vous dire. Après, King Harris n'est sans doute pas le seul ado dans le monde à fumer du shit, malheureusement. Mais là où c'est tordu, c'est que ce sont ses parents qui ont organisé cette fête.
Quand on voit la façon dont il élève son fils par rapport à la façon dont il traite sa fille déjà, c'est horrifiant. C'est pour ça que j'essaye de toujours prendre les paroles de T.I. avec des pincettes, surtout quand il essaye de dire ce qui est bon pour les Noirs, ou pour l'éducation des jeunes filles, ou pour le mariage, car avec lui l'hypocrisie n'est jamais loin. L'amour est un diamant que les bijoux et l'art décorent, d'après les Carter. C'est beau, hein? Beyoncé et Jay-Z sont les visages de la nouvelle campagne de pub du bijoutier Tiffany & Co. La campagne About Love va donc parler de l'amour et le premier film publicitaire arrive le 15 septembre. Vous trouvez que Beyoncé et Jay-Z représentent bien ce qu'est l'amour? Ça, c'est la première question. L'annonce s'accompagne d'une séance photo tout en classe. Sauf pour les cheveux de Jay-Z, ok, on a compris, vous n'adhérez pas à sa coiffure. Il a voulu redéfinir les codes de ce qui est associé au succès et à la richesse dans notre société, mais ça a raté. Plus personne le respecte avec sa coupe pas soignée. Je pense que c'est lui qui a causé tout ce bordel. Les gens ont été tellement irrités de le voir qu'ils ont fini par détester toute la campagne. C'est ma théorie. Non, je rigole. Mais Jay-Z a eu son lot de critiques aussi, parce que sur la photo, on voit le tableau de l'artiste Jean-Michel Basquiat. Le tableau avait été vendu à Tiffany par une personne anonyme et depuis, il n'a jamais été montré en public. Les gens ont trouvé indécent qu'on sorte le tableau pour venir accessoiriser le symbole du capitalisme américain que représentent Jay-Z, Beyoncé et Tiffany. En plus, on a noté la ressemblance entre Jay-Z et Basquiat. On a considéré que c'était intentionnel et donc très déplacé. Bref, le gros de la polémique était sur Beyoncé et l'énorme diamant qu'elle porte. C'est en fait le diamant signature de Tiffany acquis en 1877 en Afrique du Sud par le fondateur de la maison. À l'époque, le gars l'achète pour 18 000 $ et aujourd'hui, il vaut plus de 30 millions. La pierre n'a été portée que 4 fois en 144 ans. Audrey Hepburn en 1961, Lady Gaga en 2019, Gal Gadot en 2020 et aujourd'hui Beyoncé. Elle est aussi la première femme noire à le porter du coup. Et c'est en fait à cause du lourd passé historique de ce diamant que Beyoncé a été vivement critiquée. Les gens n'étaient pas contents que Beyoncé s'affiche ainsi avec un Blood Diamond autour du cou. Autrement dit, un diamant de conflit. Le trafic de diamants permet depuis longtemps aux milices armées de financer des guerres, des coups d'État et de maintenir les pays, en majorité des pays africains, dans un état d'instabilité. Les pays occidentaux achètent les diamants récupérés dans les pires conditions et profitent ainsi de ressources naturelles précieuses qui ne leur appartiennent pas du tout. Vous avez vu le film Blood Diamonds? Ça, c'est la deuxième question. Regardez-le si vous avez les nerfs solides et pour comprendre comment le trafic de diamants impacte négativement les pays qui sont touchés. Ici, corrigez-moi si je me trompe, mais le diamant Tiffany n'a pas été récupéré pendant une guerre, mais pendant une période coloniale. Ce que je veux dire, c'est que les ouvriers qui ont déterré le diamant ressemblaient plus à des esclaves qu'à des ouvriers. Ce qui, bien sûr, ne change rien à la question éthique de porter ce collier pour une pub. Beyoncé, qui est la première femme noire à porter un bijou Tiffany fabriqué à partir de diamants de conflit d'Afrique, ne m'excite pas. On n'est pas en 2003. Donc, est-ce que Twitter est seulement en colère à propos du collier Tiffany quand Beyoncé le porte, ou est-ce qu'ils vont commencer à dire à toutes les stars d'arrêter de porter des diamants? Parce que plus ou moins tous, surtout les vintage, sont des diamants de conflit. Les gens ont aussi tenté de dire que peut-être Beyoncé ne connaissait pas l'histoire du bijou, ce qui est assez risible, car comme dit le tweet, la majorité des bijoux qui datent des époques anciennes comme ça, là, vous pouvez être sûr qu'ils ont été volés. Donc même si elle ne savait pas, ça n'aurait pas été difficile à trouver comme info. Ensuite, dans la catégorie défenseurs de Beyoncé, on a aussi les gens qui disent qu'elle ne se serait jamais associée à Tiffany sans faire ses recherches sur la marque. Et effectivement, lorsque l'on regarde sur le site et sur ce que l'on dit d'eux dans la presse, Tiffany est l'un des leaders mondiaux en matière de traçabilité des diamants. Ils sont très sélectifs sur leurs produits et n'acceptent que 0,04% des diamants qu'ils reçoivent. Leurs critères sont plus stricts que ceux des conventions internationales. C'est très bien tout ça. Mais on va pas se mentir, c'est un changement récent, maintenant que les valeurs éthiques d'une marque sont devenues importantes pour le consommateur. En tout cas, Tiffany n'était pas le leader mondial de la traçabilité en 1877, ça c'est sûr. Bref, vous savez que Beyoncé ne répond pas aux critiques, c'est souvent son entourage qui le fait. Miss Tina fait un commentaire assez long comme à son habitude. Combien d'entre vous les activistes sociaux possèdent des diamants? C'est bien ce que je pensais. Eh bien, êtes-vous allé vérifier d'où les diamants viennent? Probablement que non. Donc quand vous allez vous fiancer, vous n'allez pas porter de diamant, vous allez mettre un anneau en argent. Vous ferez bien de vérifier d'où il vient et l'origine d'où il vient. Et pendant que vous y êtes, vérifiez d'où vient votre cuir, car il vient d'un pays à bannir. Et n'achetez pas de diamants, n'est-ce pas, parce que vous savez tout. Franchement, répondez honnêtement et dites-moi, est-ce que Miss Tina ment? Ça, c'est la troisième question.
Je comprends l'indignation, je comprends le lourd héritage véhiculé par ce diamant, je comprends la position hypocrite de Beyoncé qui porte un tel diamant après avoir fait Black is King, même si, comme je l'avais expliqué, Black is King n'a pas été conçu pour l'Afrique. Mais bref, je comprends tout ça, je vous assure. Mais je pense que là, nous tous, en tant que portion de l'humanité, nous sommes très mal placés pour venir lui dire quoi que ce soit. À l'heure où je vous parle et à l'heure où vous m'écoutez, on porte tous des vêtements probablement fabriqués par des enfants chinois, ou même des Ouïghours. Vous voulez parler du travail forcé dans les mines ? Parlez d'abord des mines de cobalt. Mieux, on ne s'aventure pas sur ce terrain-là parce que la conversation va devenir vraiment gênante pour nous tous. Vous allez me dire que non, c'est pas pareil, parce que comme on est des gens normaux, on a besoin de vêtements à un prix raisonnable, et on a besoin d'un smartphone. Ok, soit, si vous voulez. Dans ce cas, comme dit Miss Tina, mariez-vous avec des bagues en plastique. La plupart d'entre nous ne fait même pas le strict minimum en matière d'éthique du consommateur. Ne serait-ce que de poser la question au vendeur sur la provenance d'un bijou avant de l'acheter. Donc, à moins que vous soyez un écolo qui vit dans une cabane dans la forêt, vous n'avez rien à dire. Et même si vous êtes cet écolo, si vous avez un truc à dire, je vous répondrai de garder la même énergie pour les 3 autres femmes qui ont porté le collier, ainsi que toute l'industrie qui affiche ses bijoux de façon régulière. Il paraît que Beyoncé est attristée par le backlash qu'elle a reçu. C'est ce qui se raconte dans la presse. Moi, tout ce que je vois, c'est que Beyoncé a publié encore une photo du shoot juste après la polémique. Et puis elle est partie acheter du pain en hélicoptère avec Blue Ivy et Rumi. Je crois pas qu'elle regrette. Megan Thee Stallion tente une explosion à l'international en posant sur le remix de l'ultra-tube Butter des BTS. Mais cette collaboration a bien failli ne jamais sortir et d'après Megan, ce serait à cause de son label 1501. Avant de s'affilier à Roc Nation, Megan a commencé sa carrière avec le label de Carl Crawford, 1501. Mais leur relation est ultra tendue depuis que Megan a engagé la justice pour faire annuler son contrat qu'elle juge n'être pas à son avantage. Megan est pour l'instant toujours chez 1501. Plusieurs affrontements en justice ont eu lieu. Et le dernier en date, c'est lorsque Megan accuse son label de s'opposer à ce qu'elle sorte son remix avec BTS. D'après les termes de leur accord actuel, le label n'a plus le droit de s'opposer à ce que Megan sorte une musique. Mais Carl avançait l'argument que cette chanson n'était pas un bon choix pour la carrière de Megan. D'après Megan, c'est faux. Et Carl essaie juste de lui nuire en l'empêchant de sortir ce remix avec probablement le plus grand groupe du monde en ce moment. Pour finir, on apprend que le juge a tranché en la faveur de Megan et que le son va pouvoir sortir. Il est d'ailleurs sorti cette semaine. Carl mange sa défaite en disant « Même quand je perds, je gagne quand même. Ne laissez jamais ça vous passer au-dessus de la tête. » Bon alors, du coup, maintenant que le remix est sorti, vous en pensez quoi ? Moi, je suis clairement pas la cible pour ce genre de chanson, donc je vais m'abstenir. Vous trouvez que Carl Crawford a juste fait son rageux, ou bien Megan aurait dû l'écouter ? Mais surtout, la vraie question, c'est qui a abusé cette semaine ? Tellement de candidats, mais on ne peut pas couronner tout le monde, il faut choisir. Vous avez voté. Et pour vous, l'arrogance c'est bien, mais la performance c'est mieux. Cette fois, c'est confirmé, Sha'Carri Richardson a eu une semaine difficile. Elle est le clown de la semaine pour avoir manqué d'humilité et de classe suite à sa défaite monumentale. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau SCDLS. Vous pouvez voter dès le samedi dans l'onglet Communauté pour élire le clown de la semaine. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et si vous êtes d'accord avec les résultats. Allez, on se parle en commentaire.